Bonsoir et bienvenue à vous tous à nouveau. Merci toujours d'être fidèles et peut-être n'hésitez pas à faire passer l'émission, à la transférer, à faire venir de nouvelles personnes sur l'émission. On essaye de trouver des sujets que vous, d'ailleurs, parfois nous suggérez sur la santé mentale, puisque c'est la vocation de cette émission. Et sur la santé mentale, parfois de façon très approfondie, avec des sujets précis comme pourrait l'être le burn-out ou l'anorexie mentale ou d'autres sujets qui relèvent de la psychiatrie, mais aussi et surtout sur des sujets de société. C'est ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qui vous touche absolument tous les jours, et non pas la pathologie psychiatrique dure, qui est évidemment passionnante, mais qui concerne, Dieu merci, moins de monde. Et aujourd'hui, nous allons malheureusement évoquer un sujet qui ne devrait plus exister, mais qui malheureusement existe toujours. Je pensais, moi, bêtement, naïvement, que depuis ces dernières années, on aurait pu faire avancer un peu ce sujet, mais à première vue, non, ça continue. C'est la maltraitance et les violences faites aux femmes. Pour m'aider dans cette dure tâche que d'évoquer ce sujet difficile, j'ai toujours les chroniqueurs et les chroniqueuses que vous connaissez à mes côtés. Et Emmanuel qui est là, merci d'être là. Delphine, bonjour, merci bien, merci d'être là. Alix, toujours présente, qui est toujours en lien avec les jeunes. David, que je ne présente plus, vous savez à quel point il est absolument intenable. Alors je ne sais pas ce qu'il nous a réservé aujourd'hui. Là, je ne sais même plus en amont ce qu'il prépare. Donc, je ne suis garant de rien, on est d'accord. Hein. Et peut-être plus récemment, même si vous l'avez déjà vu sur le plateau, Céline, qui est avec nous aujourd'hui, qui est médecin, je le rappelle, généraliste et médecin du travail, et qui va venir nous aider à y voir un peu plus clair dans cette difficulté. Alors, c'est une réalité évidemment que traverse notre société, nos institutions, les couples, les familles, et qui continuent encore aujourd'hui de tuer, d'abîmer et de briser. Derrière des chiffres que l'on va vous donner, et je les ai encore vus récemment, il y a un peu moins de 300 000 victimes de violences conjugales en France. Quand je dis le chiffre, ça me semble dingue, parce que si on le ramène à la semaine, c'est considérable. Ça fait, je crois, à peu près 5200 femmes violentées par semaine, 650 € grosso modo par jour, et 27 en une heure. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire cette émission, on aura 27 femmes qui vont être maltraitées. Le ramener à l'heure, c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est effrayant en réalité qu'on en soit évidemment encore là. Alors, nous allons essayer de comprendre, nous allons essayer d'analyser, surtout de montrer qu'il existe des ressources, peut-être des leviers, des parcours possibles pour les aider. Et ce qui nous a évidemment intéressé, c'est il y a beaucoup de focus sur les causes, sur comment ça arrive. La justice a pas mal bougé. À première vue, la police a été formée à accueillir, même s'il y a encore, paraît-il, des difficultés, mais malgré tout, je pense que la police fait un vrai travail là-dessus pour accueillir la parole de ces femmes qui souffrent de violence. Et je voulais qu'on éclaire avec nous tous aujourd'hui, je voulais qu'on éclaire sur ce qui se passe après. C'est-à-dire, comment une femme fait-elle pour se relever, avancer, continuer à construire sa vie. Et on va, pour ce faire, avoir deux invités qui vont certainement nous aider dans cette démarche. Louisa Donna, qui est psychologue clinicienne, qui est artiste, qui est militante féministe, évidemment, et co-créatrice de la formation Le cerveau face au trauma. Alors ça nous intéresse à double titre, puisque finalement, c'est ce que je viens de dire, c'est quels sont les impacts et comment ce cerveau va-t-il pouvoir dépasser, si tant est que ce soit possible, cette difficulté qui sera avec nous en duplex tout à l'heure. Et nous avons Timothée Delacote qui est ici avec nous. Merci Timothée d'être venu. Vous êtes délégué général de la fondation FACE et porte-parole du réseau One in Three Women. On va revenir avec vous dans quelques minutes. Donc avec ces chiffres alarmants, évidemment, il va falloir qu'on essaye de trouver, de voir quelles solutions on va pouvoir trouver pour aider de mieux en mieux ces
ces femmes maltraitées. Et je vais peut-être m'orienter vers Céline. Donc Céline, tu es médecin, généraliste, médecin du travail. Alors évidemment, j'imagine, j'ose pas demander depuis combien de temps tu es médecin, parce que ça se fait pas de demander ça, mais je crois que ça fait 1 an et demi. Et c'est ça, voilà. Et tu es, j'imagine, soumise à recevoir évidemment des personnes en difficulté. Qu'est-ce qui se passe d'abord dans le corps et dans le cerveau d'une personne qui a été violentée? Comment toi tu peux mesurer les impacts? Comment ça fonctionne? Ce qui est difficile, c'est que dans ces cas-là, en fait, il y a tout un tas de symptômes qui font finalement de ces femmes de bien mauvaises victimes. Il y a une altération de la mémoire. Parfois, les violences sont tellement importantes que finalement, le cerveau, pour les protéger, va couper. C'est-à-dire, comment ça se passe? Elles vont avoir oublié en fait certains épisodes, donc elles ne vont pas pouvoir les raconter. Elles ont du mal à raconter, à avoir un récit constant. Et puis, il y a ce qu'on appelle le cercle de la violence, c'est-à-dire qu'il y a une phase de lune, une lune de miel, les disputes commencent, ça s'intensifie, il y a un climax, donc soit c'est des violences physiques, psychologiques, et puis ensuite, l'agresseur va redevenir sympathique. Ils ne sont pas que des monstres, en fait. Ils peuvent être tout à fait sympathiques, ils ne sont pas tout le temps affreux. Et donc, on va pas comprendre. Redonne confiance et ainsi de suite, comme ça? Ça les déstabilise, en fait. Ça va déstabiliser progressivement la victime. Et puis surtout, elle y retourne, elle reste. Donc ça, on ne comprend pas. En fait, il y a tout un tas de symptômes qui font que leurs récits sont difficiles à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas formé. Donc là, tout au long de cette émission, on va insister sur la formation, en fait. C'est évident. Et malheureusement, en médecine, on n'est pas très bien formé à ça non plus. Donc il existe tout un tas de formations qui existent. Mais par exemple, j'imagine que si tu en parles, c'est parce que tu as dû en faire quelques-unes. Oui. Juste une idée de ce qu'il pourrait y avoir dans une formation. Un des thèmes, par exemple. Un des thèmes, c'est que les violences faites aux femmes, c'est pas seulement de la violence physique. Il y a plein de sortes de violences. Il y a la violence psychologique, financière, administrative, sexuelle. Et qu'on a toujours, on a une idée en tête, on a une image de la victime. Et souvent, en fait, la victime ne correspond pas du tout à ça. On a une image d'une femme qui a un niveau socio-économique faible et qui a l'air d'une victime. Et en fait, on est très surpris parce que souvent, on rencontre des femmes qui sont victimes et qui n'ont absolument pas l'air de victimes. C'est dans tous les milieux sociaux. Ça peut être des femmes avec de très bons jobs qui s'expriment parfaitement bien. Et puis, tout d'un coup, quand il s'agit de raconter ce qui leur arrive, elles en sont incapables. Donc, déjà, dans un premier temps, ne pas se fier aux apparences. En fait, dans la formation, il pourrait y avoir déjà la première chose. Ok. Et alors, du coup, quand on discute avec quelqu'un, qu'on soit professionnel ou pas, est-ce qu'il y a des signes qui pourraient nous laisser penser qu'une femme est maltraitée ou violentée? Il va y avoir les conséquences. Des troubles du sommeil, ça peut être des conduites addictives, ça peut être se réfugier dans son travail, ça peut être un isolement, ça peut être ne plus prendre soin de soi du tout. Enfin, en fait, ça peut être très, très, très varié. Et puis, les petits signaux, alors en médecine du travail, on va faire attention à ça. Ça peut être des absences, ça peut être annuler sa participation à un séminaire, à un pot de départ, des choses comme ça, parce que finalement, on ne va pas pouvoir. Voilà, c'est assez variable en fait. Et il y a toujours, j'essaye de ne pas tout focaliser sur les violences physiques. Évidemment, si on voit quelqu'un qui a des traces de coups, ça va être plus facile. Oui, mais souvent, c'est pas ça. Emmanuel, je me tourne vers toi 2 minutes. Dans l'entreprise, j'ai souvent entendu que pas mal d'entre elles, victimes, restent sur le lieu de travail avec une amplitude énorme. Et c'est un des signes qui peut laisser penser qu'une personne serait en difficulté chez elle, parce qu'évidemment, elle est en sécurité dans l'entreprise et pas chez elle. Oui, tout à fait, c'est un des signes. Et comme on le dit, il n'y a pas 2 cas identiques. Il y a pas aussi le signe inverse de « il faut vite que je rentre chez moi parce que il faut que je sois chez moi, que la maison soit au code de ce qui est demandé, etc. » Donc en fait, ce qui doit alerter, je pense, c'est plein de choses qui sont pas forcément liées à la charge de travail, à la nature du travail, mais à d'autres faits. Et ça, plus ça, d'être ouvert, d'être curieux et de poser la question, est-ce que ça va ? Oui.
Oui, c'est sûr. Mais alors, du coup, on se trouve confronté au problème que tu évoquais, si elles oublient. Enfin, comment ça marche? Alors, elles n'oublient pas tout. Je crois que la principale difficulté, c'est que surtout au bout d'un moment, elles se rendent plus compte que c'est pas normal, cette situation. Et ça, c'est difficile. C'est la banalisation du mal de Hannah Arendt. Ouais. Donc, elles se disent pas victimes. Donc, c'est difficile de dire à quelqu'un qu'il est victime si elles se disent pas victimes. Et puis surtout, elles n'ont pas envie. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est très compliqué. Donc, surtout, il faut écouter, effectivement, demander comment ça va, pas juger. Parce que souvent il va leur falloir de nombreuses fois, elles vont s'y prendre à plusieurs fois pour réussir à partir et être à disposition. Quelles sont les conséquences les plus fréquentes des violences sur le corps, sur la psychologie, qu'est-ce que tu as pu observer? Des troubles du sommeil, une anxiété forte, des troubles dépressifs, des douleurs, des maux de tête, des douleurs de ventre, des choses comme ça, de l'eczéma, des maladies dermato, ça assez souvent. Et puis les conduites d'évitement pour sortir un peu de ça. Donc attention à l'addiction, ça c'est assez fréquent. Il faut des déclics. Il faut quoi? Ouais, il faut être persévérant et être ouvert et être là, à disposition. Et vraiment sans jugement, et le déclic arrive. Il y a des tests qui sont pas mal pour voir, et en fait qui ne disent pas est-ce que votre conjoint fait ça, mais est-ce que vous vous êtes déjà empêché de empêcher de vous habiller comme vous vouliez, empêcher de rappeler des amis, empêcher de sortir, et ça en fait par ce biais-là, parfois on arrive à plus de choses. D'accord. Quelle serait la réponse? Évidemment, dans le meilleur des mondes, quelle serait la réponse qu'un médecin pourrait donner pour enclencher la première étape? C'est-à-dire que la première étape, ce serait quoi? En face, il y a une victime qui se reconnaît comme telle, évidemment, et voilà. Déjà, est-ce qu'elle est en sécurité? Et ça, c'est la première question, une question vraiment la plus urgente. Et puis ensuite, un accompagnement et juridique, et social, et psychologique, c'est vraiment... D'accord. Ouais. Ah, il faut que tout de suite une armée se mette en place pour accompagner... Ça serait l'idéal, oui. Ouais. Ça serait l'idéal, c'est pas le cas, c'est ce que tu... Ah, d'accord. Non, c'est plus compliqué que ça. Oui. On ne peut pas accompagner... Enfin, je sais pas, je pose la question peut-être naïvement, mais on ne peut pas l'accompagner tant qu'elle est encore... chez elle, tant qu'elle n'est pas sortie de sa prison, quoi. Enfin, il y a quand même des étapes presque avant de faire un chemin psychologique. Oui, il y a des étapes, mais on peut commencer à l'accompagner alors qu'elle est encore chez elle. Il va falloir qu'elle parte, et donc déjà ça nécessite des ressources, c'est pas rien, surtout quand on a des enfants, il faut pouvoir le faire. Et puis ensuite, il y a tout un accompagnement juridique à faire, et puis psychologique énorme. Et c'est vrai que la reconstruction d'après, elle est essentielle et on n'en parle pas souvent. C'est long. Et c'est long? Oui. L'après, c'est... donc une fois qu'on est sorti de tout ça, on peut se demander pourquoi on est resté si longtemps, pourquoi... Donc il y a toute la culpabilité qui va arriver. Oui, bien sûr. Donc c'est pas un travail qui se fait seul et on arrive à se reconstruire, mais c'est très long. Peut-être même des fois, une fois qu'on y échappe, réaliser qu'on n'a peut-être pas pris la bonne décision et y retourner. C'est possible. C'est incroyable parce que je suis en train de me dire, pour rester dans le thème central de l'émission, qui est comment on fait pour continuer à avancer, en fait. T'imagines que le travail de cette équipe dont tu parles permet à une femme d'avancer malgré ces impacts-là? Oui. Tu as eu, toi, à suivre, ou tu as eu dans ta consultation des exemples de personnes qui aujourd'hui vont mieux? Oui. Enfin... Oui. Je pense à quelques femmes, effectivement, qui ont réussi à sortir de ça, mais c'est vraiment dur. Et l'après est très compliqué aussi, pour ces questions de culpabilité, de qu'est-ce qui s'est joué, pourquoi je suis restée, pourquoi moi je suis tombée sur quelqu'un comme ça. Enfin voilà, il y a plein de questions auxquelles il faut répondre après. Une fois qu'on est en sécurité, une fois qu'on s'est restabilisé, parce que généralement ces questions elles viennent vraiment quand on a pu se poser un petit peu.
J'avais entendu un récit d'une personne qui avait été, à première vue, soumise à un pervers narcissique, puisque dans le sens vraiment réel du terme, parce qu'il a été un peu galvaudé, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et un jour, elle est allée voir Mon Roi, le film avec Vincent Cassel. Et elle est allée voir ce film, et je parlais du déclic, ça a déclenché, elle était toute seule dans la salle, elle n'y a pas été accompagnée, je veux dire. Elle a vu ce film, et en ressortant, elle a appelé son conjoint, et elle a rompu en sortant. Donc en fait, finalement, c'est très intéressant que la société en parle. Et toutes les initiatives qui existent aujourd'hui, et tous les livres et tous les films qui pourraient traiter de ça, aident, parce qu'on pourrait penser aussi que ça sert à rien. En fait, ça sert beaucoup de... Ça sert énormément, c'est essentiel en fait. Parce que vraiment, ce déclic, il est difficile à avoir. Et donc, ça peut être par un test, ça peut être par un film, par une discussion avec quelqu'un, peu importe. Mais c'est pas simple. On banalise et on a l'impression que ce qu'on vit, c'est normal. Oui, bien sûr. Bon. Merci, on va revenir vers toi évidemment, tu te doutes. Alix, je pense que nous allons maintenant avoir en duplex Louisa Donna. Bonjour Louisa Donna, je vais te laisser la parole. Je crois que Louisa, vous êtes entre autres psychologue clinicienne comme je l'évoquais tout à l'heure, mais surtout artiste. Vous avez écrit une chanson qu'on va écouter quelques secondes et qui s'appelle Babe. Je te vois errer dans l'hôpital où je travaille. Je te vois errer puis perdre ton âme à coups de médecins qui comprennent rien, qui disent que les femmes sont toutes des folles alors qu'elles sont violées toutes par des hommes qui eux sont épargnés. Bon, effectivement, bonjour Louisa Donna, merci d'être là. Elle parle toute seule, cette chanson, effectivement. Bravo. Vous êtes donc psychologue clinicienne auprès de jeunes femmes victimes de violences au sein de l'association Lao Power à Bagnolet. Alix, tu me reprends si je me trompe, mais aussi artiste et militante féministe. Je te laisse la parole. Je crois que vous travaillez avec beaucoup de monde. Vous avez des psychiatres, vous avez des chercheurs qui sont autour de vous et qui vous aident à justement à comprendre ce qui se passe dans le cerveau pendant et après une agression et comment éviter la victimisation secondaire. Chère Alix. Bonjour Louisa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes extrêmement prise, surtout avec votre actualité du moment. Je pense que c'est important d'expliquer que cette musique, vous l'avez écrite en souvenir, en hommage, en mémoire à une amie, une connaissance décédée, alors par un acte de suicide, suite à des violences qui ont été mal diagnostiquées. Donc c'est pour vous, en tout cas, un premier point de départ à ce que vous faites aujourd'hui. Donc vous accompagnez des femmes et aussi des enfants victimes de violences. Vous avez co-créé une formation qui explique très simplement ce qui se passe dans le cerveau lors d'un traumatisme en collaboration avec le collectif Nous Toutes, peut-être que certains connaissent ici. Donc la formation s'appelle Le cerveau face au trauma. C'est un moyen d'expliquer au grand public les conséquences d'un trauma. Comment le cerveau réagit, Louisa, pendant une agression et pourquoi ces réactions, on parle souvent de sidération, de dissociation, peut-être plus simplement d'immobilité, sont biologiquement plus probables que le cri ou la défense finalement? Alors, c'est pas nécessairement plus probable. Tout est probable dans ces situations. Les mammifères, ils ont 3 options la fuite, le figement et puis le combat. Et dans certains cas, c'est le figement qui va être adopté par le cerveau de façon involontaire et automatique. Donc, c'est pas un choix des individus. Et c'est juste important de savoir que c'est une option aussi parce que on est confronté dans notre société à beaucoup de questions qui sont assez dures pour les victimes, comme pourquoi t'as pas crié, pourquoi tu t'es pas débattu, pourquoi t'as pas réagi différemment, alors qu'en fait, c'est des réactions qui sont automatiques et involontaires et que les personnes ne choisissent pas. Ces réactions concernent-elles absolument toutes les femmes
ou tout être humain confronté à un trauma? Tous les mammifères, on réagit tous pareil, donc les femmes, les hommes, enfin c'est vraiment tout le monde, quoi. Alors, la formation insiste aussi sur un point crucial, la violence ne s'arrête pas après l'agression. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Louisa, ce que c'est la victimisation secondaire et pourquoi ce sont souvent les proches ou les professionnels, alors souvent, je l'espère sans le vouloir, qui réactivent ou aggravent le trauma? Alors, déjà, en fait, on vit dans une société quand même, il faut savoir qu'il y a un viol ou une tentative de viol toutes les 2 minutes 30, il y a 160 000 enfants victimes de violences sexuelles par an. Donc, on est dans une société où il y a beaucoup de violences, que c'est assez, ça fait partie en tout cas de nos cultures. Et pour autant, on ne sait pas vraiment comment accompagner les personnes. On ne sait pas très bien comment fonctionne notre cerveau, alors qu'on peut savoir c'est quoi un microbe ou comment soigner un rhume, mais on ne comprend pas. Voilà, ça ne fait pas partie de la culture populaire de comprendre un peu les réactions du cerveau. Or, moi je pense qu'avec cette formation qu'on a créée avec nous toutes et le collectif de psychoéducation féministe, notre objectif c'est de former la population générale à comment fonctionne, comment on réagit face à un événement très douloureux comme le traumatisme par exemple, pour mieux accompagner les victimes, que ce soit au niveau des professionnels ou de l'entourage. La victimisation secondaire, c'est l'ensemble des faits douloureux qui vont découler d'un premier événement douloureux. Donc, par exemple, si vous avez été victime d'un traumatisme quelconque, que ce soit un traumatisme sexuel, un accident de voiture ou voilà, n'importe quel événement, la victimisation secondaire, ça va être tous les autres événements douloureux qui sont reliés à ce premier événement, c'est-à-dire qui n'auraient pas eu lieu si le traumatisme originaire n'avait pas eu lieu, qui vont se dérouler dans la vie d'une victime. Donc, ça peut être, par exemple, un interrogatoire policier particulièrement douloureux ou inadapté. Ça peut être les années d'attente suite à un dépôt de plainte qui sont particulièrement douloureuses et longues et lentes à vivre pour les personnes qui font des dépôts de plainte. Ça peut être le fait aussi de devoir payer du soin psychique ou psychiatrique quand on a été victime. Voilà, la victimisation secondaire, ça peut être assez large, mais ça va être l'ensemble des choses qui vont suivre, qui vont découler d'une première violence qu'on a subie. Et donc, du coup, merci. Quelles phrases et quels sont les réflexes qu'il faut éviter ou absolument éviter pour ne pas réactiver justement ce traumatisme, et quelles attitudes peuvent aider les victimes? C'est tout ce dont on parle dans la formation. En fait, plus on comprend comment le cerveau réagit face à un traumatisme, et plus on est adapté en face d'une victime. C'est-à-dire que, pour donner des exemples un peu rapidement, mais ce sera un peu plus détaillé dans la formation, on sait aujourd'hui que du fait de, par exemple, parler de son traumatisme, on va réactiver la mémoire traumatique avec tout ce qu'elle comporte d'émotions, de sensations qui sont douloureuses. Donc, par exemple, le fait de réévoquer ces événements douloureux fréquemment, c'est pas forcément une bonne chose si c'est pas fait dans un cadre thérapeutique. Donc, par exemple, on va conseiller d'éviter les répétitions non sollicitées du récit traumatique. Et par exemple, on va conseiller aussi de façon, je vous l'explique très rapidement, mais on sait que suite à des événements très douloureux ou un traumatisme, la régulation émotionnelle ne se passe plus comme avant. Donc, les personnes peuvent être réactivées émotionnellement de façon un peu aléatoire, sans qu'elles comprennent pourquoi, donc avec des colères inexpliquées, des pleurs inexpliquées. Et donc, on va aussi conseiller aux personnes qui sont avec elles d'accompagner ces émotions qui ne sont, encore une fois, pas choisies par la victime, qui les traversent malgré elle, quoi. C'est éviter la culpabilisation des victimes, de se sentir coupable, d'avoir des émotions qui sont importantes, qui les débordent fréquemment. Il y a d'autres choses, mais je ne pourrais pas tout vous détailler là. Il faudrait suivre la formation. Alors, entre votre métier de psychologue, votre engagement féministe et votre travail d'artiste, vous portez une parole qui aide beaucoup de femmes à sortir de la culpabilité. Qu'est-ce qui aide vraiment finalement à se reconstruire après des violences, et comment peut-on, nous, chacun à notre échelle, contribuer à changer les mentalités grâce à la psychoéducation ?
Oui, la psychoéducation, c'est une réponse qui est tout à fait adaptée et simple. C'est le fait de comprendre ce qui se passe pour une personne qui a été victime, comprendre que ce qu'elle traverse, que les émotions très fortes qu'elle traverse, que ses troubles de la mémoire, que ses troubles de la concentration, que ses difficultés d'endormissement, de sommeil, que les ruminations qu'elle a tous les jours, etc., les flashbacks, les cauchemars, comprendre que l'ensemble des symptômes qu'elle traverse, ça fait partie d'un processus qui est entre guillemets pathologique parce que c'est une réponse à un événement, mais c'est une réponse qui est normale. Donc voilà, comprendre que c'est logique en fait que quand on vit, on a un vécu, quand on traverse une situation qui n'est pas normale, parce que c'est ça le traumatisme, c'est que malheureusement on n'a pas choisi, mais cet événement nous arrive. Comprendre que toute cette suite de réactions biologiques, chimiques, etc., elle est logique et normale, ça aide beaucoup les personnes qui traversent ça. Et ensuite, il y a tout un tas de choses qui peuvent aider. Bien sûr, les psychothérapies centrées sur le trauma, elles sont tout à fait adaptées. Et puis, nous, on croit vraiment dans le fait que en formant la population générale, donc le public, le public lambda, quoi, en nous formant nous dans la société à cette question du traumatisme. Donc c'est une formation qui est gratuite et en ligne pour qu'elle soit accessible à tout le monde. On pense vraiment que si on atteint un certain taux de personnes qui comprennent mieux comment ça se passe dans notre cerveau, on aura a priori une société qui sera moins revictimisante, qui sera plus empathique, qui comprendra mieux ce qui se passe pour les personnes qui ont subi des traumatismes, sachant que on vit dans une société où beaucoup de personnes subissent des violences sexistes et sexuelles, par exemple. Merci. Alors, je crois que votre formation est gratuite. Elle est accessible absolument à tous. Pourquoi cela est essentiel pour vous de répandre le plus possible, évidemment, cette formation? Alors, ça rejoint ce que Céline nous disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la formation est essentielle, elle est vraiment essentielle, mais elle est sur la base du volontariat, j'imagine, pour venir vers vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est tout à fait pour ça. L'idée, on s'est dit qu'il faut que les personnes soient plus au courant, soient plus informées sur leur corps. Encore une fois, on sait comment soigner un rhume. On doit pouvoir savoir comment notre cerveau fonctionne et notamment comment il réagit face à des événements douloureux. Et donc l'idée, c'était que ce soit gratuit, en ligne et donc accessible à tout le monde. On est hyper contente parce qu'en fait, en 48 heures, la première date était complète. On a plus de 1700 inscrits pour la première date. Et puis, la deuxième est presque complète. Du coup, on a ouvert une troisième date. Et l'idée, c'est de continuer comme ça en remplissant chaque fois les dates et les inscriptions pour qu'un maximum de personnes soient formées et informées sur notre fonctionnement. Donc effectivement, les dernières séances de formation ont été un succès vu qu'elles ont été complètes. Les 2 prochaines tombent mi-décembre. On vous donnera toutes les informations en bas de l'émission. En tout cas, ça reste très important que le plus grand public puisse se former, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, les professionnels, tout le monde. C'est gratuit, ça dure 2 heures. Je crois qu'il y en a même une qui tombe un dimanche, donc il n'y a pas d'excuse à ne pas se former. Génial, merci. Merci Louisa Donna, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et alors du coup, je passe la main, et nous avons la chance de l'avoir sur le plateau, et là pour le coup on mesure à quel point c'est intéressant que tu sois présente, pour nous donner le regard de la philosophie sur justement la souffrance, la douleur. C'est ça. En fait, on peut identifier finalement en philosophie, donc même si ce n'est pas un accompagnement comme ce qu'on a pu voir tout à l'heure, ça ne va pas effacer la douleur, mais ça va donner du sens. Donc la philosophie, elle ne va pas guérir le passé, mais elle va nous permettre de recommencer à penser, et c'est déjà une première étape. Et dans la philosophie, on peut considérer qu'on a 5 étapes de reconstruction pour pouvoir finalement franchir cette période avec le moins de difficultés possible. Donc la première étape, alors là c'est là où je crains de mal prononcer le mot, c'est la désidentification. C'est bon, je ne me suis pas trompée. Voilà, c'est que dire ce que j'ai vécu n'est pas ce que je suis. C'est-à-dire que ne pas s'assimiler finalement à l'histoire qui a été vécue. La maltraitance, c'est en fait finalement l'invasion du regard de l'autre, et c'est aussi la dépossession de soi. Donc se désidentifier, c'est finalement rompre une sorte de sortilège, et c'est refuser de se définir par la blessure.
La blessure, c'est pas nous, c'est pas l'être qui a vécu. C'est retrouver aussi la distinction essentielle entre ce qui m'est arrivé et ce que je suis. Donc c'est finalement se réapproprier ce que nous sommes. C'est Socrate face à ses juges qui disait « Vous pouvez me condamner, mais vous ne pouvez pas me définir ». Donc ça, c'est la première étape philosophique. La deuxième, c'est la réappropriation. Qu'est-ce que la réappropriation? C'est se réapproprier finalement son corps, sa voix, sa pensée, le corps qui a pu être maltraité. Ce n'est pas forcément toujours le cas, mais ça devient souvent un territoire étranger où la pensée peut se figer. Donc la parole va se taire, donc il faut réapprendre finalement à habiter tout ça, ses pensées, son corps. Et c'est presque une œuvre de philosophie vivante. Et Épictète disait, ce qui dépend de toi, c'est ton jugement. Donc aussi se réapproprier son propre regard sur son corps, sur sa pensée. C'est la deuxième étape. La troisième, c'est finalement la révolte. Alors on se dit, oulala, la révolte, pourquoi faire? Mais la révolte, c'est pas la colère. C'est pas la colère aveugle, c'est la lucidité debout. Camus écrivait « Je me révolte, donc nous sommes ». La révolte, ce n'est pas la vengeance, c'est une affirmation d'existence. Okay. Et la colère, c'est un moteur quand même. C'est un moteur, mais il faut vraiment voir ça comme une révolte. C'est le moment où finalement on va transformer la peur en énergie. D'accord. Et en quelque chose de positif, parce que la colère, elle peut être un bon démarrage, mais ce n'est pas forcément quelque chose de constructif. Là où la révolte va avoir une autre énergie, et c'est aussi finalement, c'est le moment où on dit le non à la domination, et ça devient un oui pour soi. Donc c'est vraiment se réapproprier ce que nous sommes, et c'est aussi la naissance d'une subjectivité libre. Ça veut dire qu'on ne dépend plus du regard des autres, on peut se recréer sa propre personnalité, sa propre façon de penser, et c'est aussi finalement retrouver sa dignité, de dire je ne serai plus réduite à ma blessure. Donc ça, troisième étape. Quatrième, finalement, ça va être la transcendance du trauma. Alors c'est pas oublier, mais c'est se dépasser. Nietzsche a une très très jolie phrase, il nous dit « Il faut porter en soi un chaos pour enfanter une étoile dansante ». Alors bon, ça c'est très joli, et c'est vrai que quand on n'a pas passé les étapes d'avant, c'est un peu compliqué de se l'approprier, mais c'est un objectif, parce que le trauma c'est quoi? C'est le chaos, et transcender, c'est transformer la douleur en moteur. Hegel parlait aussi du travail du négatif, c'est-à-dire que la souffrance, elle devient un passage. C'est pas une finalité, c'est pas un abîme, mais c'est un mouvement. Et ce n'est pas effacer la cicatrice, mais c'est lui donner la forme d'une force. Et la cinquième étape, c'est la sagesse active. Donc c'est là où la philosophie va pouvoir prendre toute son ampleur. C'est pas comme un retrait, mais comme une présence pleine. Donc là, les stoïciens nous disaient, la vertu, c'est de vivre en accord avec la raison. Ici, c'est vivre en accord avec sa vérité, c'est accepter la marque du passé sans la subir. Et c'est aussi transformer la lucidité en paix. D'où cette nécessité, finalement, c'est la sagesse active, c'est quoi? C'est retrouver sa liberté, reconquérir cette liberté, celle de la femme qui ne cherche pas à redevenir comme avant, parce que finalement, elle a vécu ce qu'elle a vécu, mais c'est à vivre et devenir autrement. Et c'est aussi une philosophie du recommencement. Donc ces 5 étapes, ces 5 gestes finalement philosophiques, c'est pour nous dire qu'on peut guérir par la pensée là où la violence détruit. Et parfois, oui, c'est dans la ruine que se construit enfin la demeure. Donc après, tout ça, c'est très théorique, c'est très beau, et on sait très bien que quand on passe étape par étape, c'est beaucoup plus complexe. Mais ça a déjà été finalement pensé et réfléchi par les philosophes depuis l'Antiquité. Bien sûr, c'est joliment raconté. En plus, merci beaucoup. Voilà. Merci Delphine. C'est incroyable parce que pendant que je t'écoutais, j'étais en train de me demander, je pense que tous ici, nous connaissons quelqu'un, de près ou de loin, qui a subi des violences. Oui. Tous. Je ne sais pas si on a toujours fait ce qu'il faut, en fait. Je le dis comme ça, mais c'est terrible. Mais c'est plus que de la formation, en fait. Ça va au-delà. Parce que l'empathie, on l'a tous, on a envie, mais c'est truffé de maladresse possible, on ne sait jamais... Je ne suis pas sûre qu'on ait tous de l'empathie non plus. Ah, d'accord. Il y a des cours comme ça, c'est fait. qui sont donnés dans les pays suédois. Ah oui? Ouais, non, en Suède, on donne des cours d'empathie à l'école pour les enfants. Ah d'accord. Je pensais qu'on l'avait en nous, on le développait ou pas? Non, on l'a évoqué dans une émission. On peut dans les le pays développer un peu nordiques, plus. ça se fait beaucoup, oui. Ah, tu penses... D'accord. Oui, moi, c'est l'apprentissage que j'en ai aussi, que l'empathie, ça se développe, ça s'apprend.
Il y a des degrés d'empathie aussi. Je pense qu'il y a des personnes qui sont très très empathiques et ça peut aussi parfois leur porter défaut. Mais en tout cas, ce que je trouve très beau, Delphine, dans ce que tu as dit et ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est que finalement, moi, c'est quelque chose que je vais retenir et que je pourrais ressortir à quelqu'un de proche. C'est que finalement, il faut accepter qu'on ait changé et qu'en fait, la reconstruction, on ne pourra pas revenir en arrière et que c'est sur ces c'est des nouvelles fondations et il faut apprendre à vivre avec. Et je pense que c'est exactement ça. C'est riche d'enseignements. Non, mais bien sûr, bien sûr. Et puis c'est vrai que par rapport à ce que tu disais sur le fait d'avoir la bonne attitude, c'est vrai que ce qui était intéressant dans le travail qui est proposé par l'intervenante tout à l'heure, c'est finalement presque un kit de premier secours. C'est ça. C'est un kit de premier secours presque d'accompagnement ou de santé mentale. C'est vrai qu'on le fait physiquement pour avoir les bons gestes, mais alors il y a certaines entreprises qui identifient des collaborateurs pour pouvoir justement identifier les signaux faibles. Je pense que Timothée va nous en parler. Merci Delphine. Alors, je vous propose une petite parenthèse endiablée. Une fois de plus, moi je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je vais passer la main quelques minutes à David. Et puis si on peut de nouveau se retrouver après, j'en serais ravi. Je ne sais pas. La parenthèse endiablée. C'est ça, c'est toi. J'ai préparé la capsule décalée. Mais alors la parenthèse, puis en vous écoutant là, passer du discours de Madame la philosophe à la culpabilité que tu viens de nous donner, moi qu'est-ce que je fais moi là? Je viens. Mais je vais rebondir sur ce qu'a dit Céline en disant après la maltraitance, il faut se reconstruire. Et puis la philosophe est quand même mon amie parce qu'elle m'a parlé de kit. Et donc là, elle m'a lancé un truc, c'était du bonheur. Donc moi, depuis tout petit, quand on m'a appris à construire, j'avais des outils. Voilà. Le problème, c'est que se reconstruire, si vous n'avez pas le mode d'emploi ou le... Oui, voilà, allez, on va éviter tous les dangers. Je voudrais pas que tu sois victime de maltraitance de ma part. Donc, si on n'a pas le kit ou le mode d'emploi, ça le fait pas. Et c'est souvent ce qui manque. Alors, imaginez-vous un peu, première étape. Vous vissez votre estime de soi avec le tournevis. Étape 2, vous fixez votre confiance en vous posant au mur porteur. Étape 3, attention à ne pas oublier les petites vis de la dignité. En général, c'est le petit sachet qu'on perd au fond du carton. Et puis soyons honnêtes, se reconstruire, c'est pas redevenir comme avant. C'est plutôt comme une maison qui serait à rénover. Il y a des cicatrices, mais ça devient du style industriel. Voilà. Certains disent il faut tourner la page. Oui, mais le problème c'est que le bouquin il est écrit en polonais. Alors on commence par dessiner dessus et ça marche aussi. En réalité, se construire, c'est trouver des solutions qui nous ressemblent. C'est parler, c'est créer, c'est chanter, danser, bref, c'est remettre la vie où il y avait du silence. Et puis, comment vivre après avoir été victime de maltraitance? Eh bien, c'est peut-être en devenant l'architecte de sa propre maison intérieure. Et puis, si jamais ça penche un peu, on va dire que c'est du design contemporain. Bravo, c'est mignon, c'est joli. Merci beaucoup, David, merci à toi. Emmanuel, je vais te confier la suite. Avec ton invité que nous avons une fois de plus la chance d'avoir, donc Timothée Delacote. Merci vraiment d'être là. Délégué général, comme je disais tout à l'heure, de la fondation FACE, non pas FACE, parce qu'aujourd'hui il y a un peu de tout. Donc FACE, qu'est-ce que ça veut dire FACE? C'est Fondation Agir contre l'exclusion. D'accord. Et porte-parole du réseau One in Three Women, qui veut dire une femme sur 3, et ça sous-entend. Ce chiffre-là, ça veut dire quoi en fait? Qu'une femme sur 3 subit des violences sexistes et sexuelles dans sa vie, malheureusement, dans le monde. Dans le monde, 1 sur 3. 1 sur 3. C'est vrai que ça fait un peu les poils quand même. Donc vous êtes au cœur du terrain, au contact des structures, des victimes, des dispositifs et des institutions. J'imagine que vous passez votre temps à essayer de faire changer les pratiques, les parcours, l'accès à la protection. Merci évidemment d'être là. Emmanuel, je te passe la parole. Merci Marc. Et Timothée, ce que je vous propose, c'est de commencer déjà peut-être par nous dire
ce que fait la Fondation avant de rentrer vraiment dans le sujet One in Three Women? Oui, très bien. Donc la Fondation FAST, on est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a un peu plus d'une trentaine d'années. Et notre objet, c'est vraiment de fédérer les entreprises dans ce qu'elles peuvent apporter pour accompagner les personnes qui sont victimes d'exclusion, pour les accompagner vers l'insertion, vers le retour au vivre ensemble, la reconstruction aussi, comme on l'évoquait, quand on a connu des parcours heurtés, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation de vie. Nous, on les accompagne et on travaille avec les entreprises, avec leurs salariés aussi en mécénat de compétences, qui sont l'équivalent de nos bénévoles, qui nous permettent d'accompagner chaque année 400 000 personnes, donc dans à peu près soixantaine de territoires. Et donc voilà, on s'appuie sur ce réseau d'entreprises et de leurs salariés engagés à nos côtés pour accompagner ces personnes vulnérables. Et donc ces personnes vulnérables, elles sont dans finalement plein de champs de vulnérabilité. One in Three Women, vous nous l'avez dit, c'est une femme sur 3 victime au cours de sa vie de violences sexuelles et sexistes. Mais alors pourquoi s'être engagée particulièrement justement sur ce sujet? Quel a été le déclencheur? En fait, on est parti du constat que c'était évidemment un sujet universel, mais c'était aussi un combat qui est tout sauf privé, c'est aussi un combat de société et donc aussi un combat d'entreprise. Donc le réseau One in Three Women, il a été créé à l'origine par la Fondation FAST et co-créé avec la Fondation Kering à la suite de MeToo, sur la base de ces constats aussi, peut-être aussi de la libération de la parole. Ça a été un moment important aussi, où c'est un sujet qui a pris de l'ampleur et sur lequel je pense qu'on a collectivement pris conscience que ça ne pouvait plus rester uniquement cantonné au foyer. Donc ça, c'est sur ces fondements-là qu'on a créé le réseau et avec l'idée de se dire encore une fois que ce sujet ne doit pas rester un sujet privé et que l'entreprise en tant qu'employeuse, elle a un devoir vis-à-vis de ses salariés, évidemment en termes de qualité de vie au travail, de protection des salariés, c'est évident, mais aussi parce que les violences conjugales font peser des risques sur l'entreprise en termes de productivité. Quand on a, vous l'avez dit, Céline, des salariés qui sont absentes, qui sont perturbés dans leur temps de travail, ça pèse aussi sur l'entreprise. Donc c'est important pour nous aussi d'équilibrer ce discours auprès des employeurs pour expliquer pourquoi elles doivent s'en saisir. Et pas seulement dire c'est un sujet privé, ça ne me regarde pas. Elles ont un devoir vraiment et donc aujourd'hui nous on est fiers d'avoir porté ce réseau avec à peu près plus de 200 entreprises, 230 aujourd'hui qui nous ont rejointes. On partait de 5 entreprises cofondatrices et aujourd'hui 7 ans après on en a 225. Donc c'est un mouvement qui est en train de se créer. Nous on est très contents de le voir s'élargir parce qu'évidemment plus les employeurs seront mobilisés sur ces questions, plus les salariés, les managers seront formés, plus on arrivera à prévenir ou à minima accompagner les femmes qui en sont victimes, puisque l'employeur a beaucoup de responsabilités et beaucoup de leviers aussi d'action pour accompagner ces femmes. Ouais, au-delà il y a en effet tout cet aspect de responsabilité, de risque pour prendre cet angle-là, mais il y a aussi finalement dans le monde du travail, le monde professionnel, on va parler de refuge, Céline, tu disais ça tout à l'heure, le refuge, le monde du travail aussi pour avoir le temps des solutions. Je pense que c'est ça aussi qui est important à souligner, c'est que le monde de l'entreprise, au-delà du fait de se dire oui, la santé, c'est pas qu'un sujet privé, les violences, c'est pas qu'un sujet privé. Finalement, l'entreprise a toute sa place aussi dans le domaine des solutions. Exactement. Évidemment, alors déjà, les femmes qui sont victimes passent tous beaucoup de temps au travail, donc c'est quand même un lieu de vie, c'est un lieu, et c'est aussi souvent ce qu'on appelle un safe space, c'est-à-dire que c'est souvent physiquement un endroit dans lequel le conjoint ne peut pas physiquement entrer. Ça c'est très important, cette notion de sécurité. Alors parfois le conjoint est dans l'entreprise, donc ça pose aussi d'autres questions, mais la plupart du temps il ne l'est pas, et tant mieux, et c'est très important de préserver cet espace-là, mais c'est aussi très important pour en faire un vrai safe space, de rendre cet espace accueillant, c'est-à-dire accueillant pour ces situations, accueillant pour la parole, parce que si les victimes se sentent un peu plus safe mais qu'elles ne se sentent pas en situation de parler, on ne réglera rien, parce qu'on ne pourra pas lui apporter de solution. Et l'intérêt, et donc c'est la raison pour laquelle nous, avec le réseau One in Three Women, on forme chaque année à peu près 5000 managers, c'est qu'on est convaincu qu'au-delà de la responsabilité de l'employeur, la ligne managériale a un impact et a une responsabilité dans cet accueil de la parole. Et vous le disiez Emmanuel, l'entreprise, elle a énormément de leviers à son actif. Qu'on se parle de la politique RH, de l'accompagnement social des salariés, du temps de travail, de l'organisation, de l'aménagement du temps de travail. Est-ce qu'à un moment, on ne va pas déroger à la charte de télétravail quand on sait qu'à la maison, potentiellement, voilà. Est-ce que je regarde l'entretien annuel de ma salariée de la même façon si je sais ou si je me doute qu'il y a des sujets de cette nature-là? Est-ce que je regarde un peu différemment sa prise de congé? Et donc, il y a énormément de leviers qui existent et qui permettent cette bulle aussi de protection des salariés. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'on parlait tout à l'heure de l'enjeu de la sensibilisation, de la formation. C'est essentiel. On forme les managers, on forme les collègues, etc. Mais c'est presque un travail infini. C'est vraiment sisyphe, quoi. Il faut vraiment qu'on prenne
collectivement ce sujet à bras-le-corps et que les entreprises proposent aussi à leurs salariés, voire imposent des formations sur ces sujets-là pour apporter aussi les justes solutions. Et j'ajoute aussi peut-être un point qui est important, c'est que il y a beaucoup de responsabilités de l'entreprise, mais il y a une limite à cette responsabilité. Et cette limite-là, c'est aussi la façon dont peut-être on peut orienter ces femmes vers les structures spécialisées. C'est important aussi que l'entreprise ne pense pas qu'elle a tout pouvoir et qu'elle peut tout régler. Déjà parce que c'est impossible, qu'elle n'est pas toujours la mieux placée et qu'elle n'a pas forcément les compétences d'accueillir cette situation-là. Quand on parle d'hébergement d'urgence, de relogement, c'est un savoir-faire particulier. Il y a énormément d'associations qui travaillent sur ce sujet. Nous, on est partenaire avec un certain nombre d'entre elles, notamment la Fédération nationale Solidarité Femmes, un certain nombre d'autres associations, la Fondation des femmes, qui ont cette compétence-là, qui ont cette capacité. Et nous, on dit souvent aux entreprises, soyez assez humbles pour réorienter. C'est-à-dire, votre rôle, c'est de garantir un fonds d'urgence pour permettre aux salariés d'avoir suffisamment d'argent pour sortir de chez elles, garantir le relogement, être flexible sur le temps de travail, jouer votre rôle d'employeur bienveillant, ça ok. Le reste, orienter. C'est pas votre job. Je crois que c'est important en effet de souligner qu'on a malgré la gravité de la situation, mais la chance en France d'avoir des associations, des fondations, mais en tout cas des organismes qui peuvent en effet accompagner les victimes et en effet venir soutenir ou accompagner le travail initié par les entreprises. Vous parlez aussi de formation, je pense que c'est important peut-être par rapport aux managers qui se posent toujours beaucoup de questions et qui ont souvent peur de mal faire, peut-être sur ce sujet encore plus, qui est très sensible, mais peut-être aussi de leur dire que finalement le plus simple c'est d'en parler et qu'il y a mal faire, ce serait ne pas oser dire est-ce que ça va, ou ne pas oser écouter, ou ne pas oser solliciter de l'aide. Oui, tout à fait, il y a ça. Puis alors, il y a la responsabilité des managers et puis les collègues, c'est très important. C'est souvent la première personne à qui on en parle, c'est plutôt à ses collègues qu'à son manager, statistiquement. Parce qu'il y a ce lien de confiance, parce qu'il y a l'informel. Souvent, c'est aussi la machine à café, c'est aussi les signaux faibles. On les a évoqués un petit peu avec Céline. Parfois, c'est très subtil. On a peur aussi d'être intrusif, aussi beaucoup. Donc, c'est comment on lutte contre sa propre autocensure. Mais en fait, mieux vaut toujours poser la question. C'est pas grave. Quand on est dans cet environnement. Juste une parenthèse, vous êtes un homme, ça peut poser problème, alors pas à votre niveau évidemment dans le contexte de l'organisation, mais une femme va-t-elle se confier plus aisément à une autre femme ? Très clairement oui. Pour autant, ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas une responsabilité dans ces situations. Je dirais que ça dépend de leur positionnement dans l'entreprise. Si on est manager, moi je considère que homme ou pas homme, à la limite, peu importe, on a une responsabilité première qui est la protection des salariés, la création d'un cadre bienveillant. Si on est collègue proche, si on est parfois ami avec la victime, en tant qu'homme, homme ou pas homme, peu importe. Et je pense que en tant qu'homme, il y a aussi les signaux qu'on renvoie. Il y a des phrases qui peuvent aider, il y a aussi s'interdire aussi certaines phrases parfois. D'accord, qu'en 2025, on est... voilà. C'est ça. Et parfois, ne serait-ce que dire qu'on se positionne comme allié, avec toute l'humilité, mais aussi avec toute la force que ça peut représenter, c'est déjà en soi un signal positif qui est renvoyé. Donc, je ne voudrais pas surresponsabiliser les hommes, les femmes sont souvent les premières écoutantes, mais on a aussi un rôle très important. Et il y a des signaux faibles aussi en sens inverse à renvoyer quand on est bien intentionné. Moi, je trouve ça bien que vous soyez vous à la tête d'une association qui fasse ce type de travail, parce que je pense que justement les hommes ont un rôle à jouer et que c'est important que ce type de combat ne soit pas uniquement porté par des femmes, parce que la réflexion, elle doit venir finalement en premier lieu des hommes, et je pense que les hommes devraient déjà en premier lieu se remettre en question pour éviter ce type de situation. Et donc je trouve ça bien qu'il y ait aussi cette prise de conscience et que ce soit vous qui représentiez l'association. En termes d'exemplarité, c'est intéressant. Parce que ça fait, oui, on va imiter. C'est souvent ce qu'on dit que le premier rôle d'allié en tant qu'homme, moi-même en tant qu'homme, je me questionne beaucoup sur ne serait-ce que ma légitimité sur le sujet. Oui, et je pense que c'est sain de se questionner là-dessus. Quand soi-même, par définition, on n'est pas concerné par la violence contre les femmes, de facto, puisqu'on n'en est pas une, on peut avoir d'autres formes de violence. Mais souvent, ce qu'on dit, et les spécialistes le disent, c'est que le premier rôle de l'allié, c'est tout simple, c'est parler aux hommes. J'ai commencé ce job il y a des années, j'ai pas fini. Et j'aurais jamais fini. C'est sans fin, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait des vidéos qui passaient sur les réseaux sociaux avec une vieille vidéo de Lina où justement on posait la question à des hommes dans les années 70. Alors, est-ce qu'une gifle ou
un coup donné à votre femme vous paraît légitime. Alors je formule très très mal la phrase, mais les hommes qui étaient interviewés disaient mais oui tout à fait, si elle le mérite, on peut La très chute est bien. terrible, hein. Enfin, je sais plus c'était si quoi la elle chute. se prend une bonne baffe, elle fera mieux l'amour ce soir. C'est Ah, très, j'avais c'est, pas- ce Oui, qui il y a passe eu- en il ce y a eu- moment, c'est ça. Hein. Alors, Et ça, attends, c'est terrible. parce que si quelqu'un prend l'émission juste maintenant, ce sont des images de Lina. Parce qu'avec lui, on faut s'attendre. Lina, 1970, donc on est en 2025. 60, je sais plus, 60, 70, mais c'est vrai qu'elle est effrayante cette vidéo. Et on voit quand même, alors c'est vrai qu'on va nous dire que ça va pas assez vite, mais on voit quand même cette évolution de se dire que maintenant ça nous choque, mais on a accepté de laisser diffuser ce type d'interview qui paraissait totalement légitime à cette époque-là. Ça nous paraît effrayant maintenant. Alors ça reste un combat d'actualité. Et complètement. Statistique, notamment sur la Gen Z et sur un retour aussi du masculinisme et d'une forme d'acceptabilité renforcée des violences contre les femmes. Voilà, dans les couples très jeunes notamment, qui revient malheureusement. Et donc ça reste un combat d'actualité très fort. C'est un vrai pendule, hein. Ça part. C'est incroyable. C'est étonnant ce retour. Hein. Ah mais c'est fou. ouais. C'est- Mais c'est comme un retour, mais les femmes voient aussi leur propre retour avec les trade wives aux États-Unis. C'est comme un retour en arrière dans le passé où finalement on va revenir à une époque qui soi-disant était porteuse peut-être d'un peu plus d'espoir, mais on en accepte toutes les anciennes contraintes du passé, donc on renie tout ce qui a été fait comme avancée sociale. C'est complètement fou. Mais ça n'a pas de sens parce que ma génération ne peut pas être nostalgique d'un temps qu'il n'a pas vécu. C'est ça qui me choque quand je vois des communautés de masculinistes très jeunes où justement il y a pas mal de jeunes filles leaders de oui, une femme c'est mieux à la maison, remettre en cause des droits fondamentaux comme l'avortement, des choses comme ça sur les femmes qui sont extrêmement jeunes, parfois même plus jeunes que moi. Et je me dis, on ne peut pas parler d'une nostalgie d'un temps. Alors, on fera une émission sur la transmission génétique des informations, parce que je pense que c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire? C'est bizarre. Oui. Enfin, c'est se dire que c'est mieux alors qu'on le sait, finalement on l'a pas vécu. Bon, c'est comme plein de choses dans l'histoire. C'est ça. Mais moi, ça me choque et je pense que c'est un sujet, C'est un vrai sujet. énorme à prendre en compte sur les réseaux sociaux. Hein. Et donc le combat continue, vous l'avez dit, il y a encore beaucoup à faire. Votre mission continue, vous continuez à mobiliser les entreprises. Et je crois que d'ailleurs, vous avez une actualité à nous partager. Oui, tout à fait. On a ce soir notre événement annuel, donc avec tous nos partenaires, les 225 entreprises. On accueille de nouvelles entreprises. Je pense au groupe Honnête, je pense à Veolia, à Capgemini qui nous rejoignent aussi dans ce combat. Moi, j'assume le terme. C'est un combat, y compris un combat civilisationnel, parce qu'il y a aussi des pouvoirs contraires qui sont à l'œuvre. Et donc, on a choisi aussi, pour rebondir sur le sujet, de thématiser sur la place que les hommes peuvent prendre dans ce combat-là, justement. Ça fait, excusez-moi, merci Emmanuel, merci beaucoup. Ça fait combien de temps, excusez-moi, que vous faites ça? Alors moi, 3 ans, 3 à la ans. tête du réseau, et le réseau existe depuis 2018. 2018 Ouais. On peut avoir des retours. Est-ce que vous mesurez l'impact? Parce qu'il est indispensable évidemment que vous poursuiviez, ça va de soi. Mais est-ce que vous avez déjà des retours? Alors, on n'a pas de retour formel sur le changement de perspective des salariés, etc. On a des retours concrets quand les salariés sont accompagnés dans leur parcours justement de reconstruction, parce qu'on a en parallèle, nous, des programmes d'accompagnement par la réinvention de soi, de son parcours professionnel, qui pour le coup fonctionnent très bien. Donc là, on a des retours très positifs. C'est souvent des parcours très longs, on s'en rend compte. Ça fait partie des parcours d'accompagnement les plus longs qu'on a chez nous, parce qu'il y a des choses souvent très profondes à reconstruire. C'est aussi lié à tout ce qu'on s'est dit sur la réinvention de soi, la différence aussi entre la personne que j'étais et celle que j'ai envie de devenir, parfois dans un autre lieu, dans une autre perspective professionnelle de vie. Et souvent, c'est des très belles histoires, mais qui sont lourdes et longues à reconstruire. Ouais. Je peux ajouter un petit mot Non. La maltraitance commence tout de suite. Je pense que les parents et les mères ont aussi un rôle à jouer vis-à-vis de leurs garçons. Moi, je le vois vis-à-vis de mon fils. Enfin, c'est des explications à donner aussi au quotidien sur sa place, la place des femmes, la façon dont il s'adresse à elles, la notion de consentement. Alors même si il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de choses beaucoup de cours et d'approches à l'école, notamment sur la notion du consentement. Mais je pense que c'est important aussi qu'en tant que parents, on puisse véhiculer un message de ce type aux futurs
citoyen, homme, voilà. Et j'irai plus loin. Aux futures citoyennes aussi, notre façon d'élever les petites filles, on peut aussi faire pas mal de choses, hein, c'est hyper important. Donc je pense qu'on fait pas mal les petits garçons, mais les petites filles aussi. En tous les cas, Timothée, merci. Sincèrement, je ne sais pas comment on peut vous aider à ce que votre action devienne une pandémie comme le Covid l'a été. Ce serait tellement bien que ça devienne une pandémie. 1 million de vues sur cette vidéo. C'est ça, à côté. C'est tout le mal que je nous souhaite et surtout à vous, vraiment. Merci en tout cas. Et en plus, vous êtes super. C'est très clair ce que vous dites. Et il y a vraiment... Je me rends bien compte qu'il y a encore un long combat, mais surtout... n'arrêtez jamais. Hein. Merci beaucoup. Merci. David, je pense qu'il faut que je te laisse un peu le mot de la fin, une fois de plus. Donc, je te passe la main. Voilà, merci beaucoup, Marc. Alors, on dit souvent que l'art fait du bien, mais moi, je vais vous dire que l'art, il peut soigner aussi. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une pratique qui ne nécessite pas de talent artistique, qui ne nécessite pas de diplôme en santé. Ça va être de l'art-thérapie. Ouais, alors voilà, l'art-thérapie, donc... Merci. Et prenez vos pinceaux. Voilà. Je suis désespéré. Alors, en quoi ça consiste, l'art-thérapie ? L'art-thérapie utilise la création artistique comme outil de mieux-être. Le but n'est pas de faire du beau, mais de mettre forme à ce qu'on ressent. Donc, chaque discipline devient un langage parallèle et une passerelle entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, on va décliner un peu toutes les disciplines qui existent en termes d'art-thérapie. Donc tout d'abord la musique. Donc la musique, c'est jouer, chanter, écouter, ça apaise, ça stimule la mémoire et ça libère les émotions. Ensuite, il y a les arts plastiques. Donc c'est peindre, dessiner, modeler pour exprimer l'indicible et transformer la douleur en couleur et en forme. Il y a le théâtre, donc improviser, incarner, afin de reprendre confiance en soi, explorer ses émotions, oser se mettre en scène. L'écriture, alors écriture de journal, de poésie, de lettres, donc pour mettre à distance les souvenirs et puis clarifier ses pensées et se réapproprier son récit. La danse, le mouvement, donc bouger, respirer, se laisser porter, afin de reconnecter au corps, libérer les tensions et retrouver la vitalité. En art-thérapie, la seule mauvaise note, c'est celle qu'on n'ose pas jouer. Voilà. Alors ça, c'est valable pour qui ? C'est valable pour les enfants. Alors pour les enfants, ça va favoriser l'expression des émotions quand les mots manquent, ça développe leur créativité et la confiance en soi, et puis ça aide à gérer l'anxiété et les troubles de l'attention. Un exemple, un enfant qui dessine sa peur peut commencer à l'apprivoiser. Ça a des bienfaits aussi sur tous les seniors. Voilà, ça stimule leur mémoire et les fonctions cognitives, ça rompt l'isolement en créant du lien social et puis ça redonne une place active et valorisante. Bon, un atelier de chant collectif, ça devient un moment de joie et de partage auquel on participe tous les jeudis. Voilà. L'art-thérapie, donc, c'est une invitation à se dire autrement, pas besoin de talent comme je l'ai dit, juste un peu de sincérité, de création, et puis créer, c'est déjà se réparer. Alors, vous cherchez des activités à pouvoir exercer, il y en a tout autour de soi, voilà, seul, en groupe. Je vous invite à essayer l'art-thérapie parce que au fond, la plus belle des œuvres, ce n'est pas le tableau ou la chanson, c'est vous qui êtes en train de vous reconstruire. Merci David. Voilà. Mais c'est un vrai métier, art thérapeute. Il y a une formation, c'est pas juste je te mets un truc de peinture et tu dessines. Il y a du fond derrière. Ça peut commencer par là. Génial. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci Timothée à nouveau et d'être venu avec nous. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. On vous réserve une petite émission sympa pour la prochaine. C'est la santé mentale, les professionnels et l'intelligence artificielle. Alors là, j'ai un petit peu parlé de ce thème, ça a fait débat, donc on va débattre. Merci à vous, bonne soirée. À bientôt, au revoir.